Tates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sei. Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission mensuelle de la Maison de la Culture Yiddish, tous les premiers jeudis du mois, ici sur RCJ 94.8. Ce soir, j'ai le plaisir d'avoir avec moi au studio Tamara Mitzner, dramaturge, écrivaine et actrice, originaire de Vancouver, qui vit à Londres et qui a passé les derniers 6 mois au sein de la Maison de la Culture Yiddish en tant que Eingetunkene ou étudiante en immersion. Bonsoir Tamara. Bonsoir Shachar. Alors pour commencer cette discussion, j'aimerais savoir d'abord et avant tout, comment est-ce que vous êtes arrivé à la Maison de la Culture Yiddish? Comment ça s'est fait? Et qu'est-ce que c'est que ce programme d'immersion? C'est une bonne question. Donc, j'ai commencé à apprendre le yiddish. Je l'ai écouté un peu à la maison quand j'étais petite, mais j'ai commencé à l'apprendre vraiment il y a 3 ans et demi à Londres. Et quand le Covid a commencé, et beaucoup de cours de yiddish sont devenus juste en ligne, j'ai pu accéder aux cours de la Maison de la Culture Yiddish que je ne connais pas du tout avant. Donc, j'ai commencé sur Internet à apprendre avec quelques profs de la Maison de la Culture Yiddish. À cette époque-là, par exemple, Razor Turner, qui n'est plus à Paris, malheureusement pour nous. Donc, oui, c'est comme ça que j'ai appris un peu à propos de la Maison de la Culture Yiddish et j'ai découvert qu'il y avait un programme d'immersion et j'avais une amie, Annie Cohen, qui était là pendant 1 an et demi et elle m'a dit, et 2 de mes profs m'avaient dit, si tu peux venir à Paris et étudier, ce serait vraiment la meilleure chose pour améliorer ton yiddish. Donc oui, j'ai dû attendre peut-être un an, 1 année ou plus pour que les confinements finissent et avec mon travail, de pouvoir passer 5-6 mois ici. Donc, je suis très contente que finalement j'ai réussi à le faire. Et donc, vous avez commencé à étudier le yiddish seulement pendant la pandémie ou... Quelques mois avant. Wow. Oui, je l'ai commencé en 2019 en été. Donc, il y avait peut-être 8 mois de cours en présentiel et après, c'était le Covid. Parce qu'il faut le dire, Tamara parle un très très bon yiddish. D'habitude, on parle yiddish ensemble. Et moi, je suis là barbouillé à chercher des mots. Et c'est Tamara qui me le propose. J'espère que c'était aussi grâce à ces 6 mois d'immersion. Alors, Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Enfin, dans quel but êtes-vous venu? Parce que vous n'êtes pas chercheuse. Vous êtes dramaturge, vous travaillez dans le théâtre, dans le spectacle vivant. Quel était le rapport avec votre travail? C'est une très bonne question. Donc, d'abord, le programme propose aux étudiants et étudiantes de suivre autant de cours qu'on veut et qu'on peut. Je crois que c'est pour des gens du niveau intermédiaire ou avancé. Moi, oui, je suis en niveau avancé. Et donc, je suis 4 cours de yiddish chaque semaine et je fais partie des ateliers de théâtre. Et j'ai un tuteur 1 fois par semaine, c'est Nadia Dehan-Rothschild. La grande traductrice. Oui. Et chaque semaine, on lit une partie d'une pièce de théâtre et on le discute ensemble. Ce qui a été très chouette pour moi parce que je ne connaissais pas vraiment le canon de théâtre en yiddish auparavant. Et c'est pas super grand parce que ça a commencé juste dans le 19e siècle. Avant ça, c'était juste des Purim-Spiel. Et Purim-Spiel, si nos auditeurs ne connaissent pas, ce sont des pièces montées à l'occasion de Purim, de la fête de Purim, qui étaient des espèces de pièces carnavalesques.
Et notre ami et adhérent de la Maison de Culture Yiddish, Joseph Romano, a fait justement un court-métrage qui s'appelle Purim, qui va jouer dans le festival de Diasporama. Juste petite pub pour Joseph, parce que je vais y aller ce soir aussi. Oui, très bien. Donc, hors les cours, il y a un tuteur. Tu peux faire un projet de recherche. Moi, je ne le fais pas. Mais Caro, qui est l'autre étudiante d'immersion, elle est étudiante de la fac et elle suit un projet de recherche avec Natalia. Et oui, c'est assez ouvert. Et donc, je crois que le but, c'est vraiment de s'améliorer son yiddish, ce qui est absolument arrivé pour moi. C'est vraiment, en yiddish, on dirait, c'est un mechaya. C'est vraiment un plaisir de pouvoir entrer au centre presque tous les jours de la semaine et bavarder avec quelqu'un en yiddish et lire de la littérature. Et j'aimerais qu'on écrive plus. Ça, c'est une chose, on ne nous demande pas vraiment d'écrire, mais j'aimerais le faire. Donc, pour moi, ça, c'était un but aussi, et d'améliorer mon yiddish et à travers ça, de pouvoir commencer à peut-être écrire des pièces de théâtre en yiddish et jouer au yiddish aussi. Donc, quelle pièce avez-vous lue en yiddish ou quelles étaient les pièces qui vous ont inspiré dans votre travail théâtral? D'abord, je dirais qu'on a lu très peu de textes de femmes. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pièces de théâtre en yiddish qui sont écrites par des femmes. Je ne sais pas encore, mais je crois que selon le canon, c'est vraiment des hommes. Ça, c'est un problème. Donc, on a lu des pièces de Peretz, Sholem Aleichem, Goldfaden. La seule qu'on a lue qui est écrite par une femme, c'est Bankrott. Je ne sais pas comment le dire en français. La banqueroute. Enfin, la faillite. La oui. faillite d'une entreprise, quoi. D'accord. Par Katie Brown, qui a vécu à Londres. Et on a lu Der Dybbuk, le Dybbuk, le Golem. Oui, peut-être 10 pièces en total, 11 pièces, mais pas en entier, parce que je ne lis pas super vite. Je lis avec un dictionnaire d'habitude, donc ça prend du temps. Donc, un échantillon du canon du théâtre yiddish, mais est-ce que vous avez pu puiser là-dedans? Est-ce que ça vous a inspiré de nouvelles idées? Parce qu'on va parler tout à l'heure de vos pièces, de votre création théâtrale, qui, de ce que moi j'ai pu voir, ont beaucoup à voir justement avec comment faire venir ou faire des ponts avec le passé, qui peut être aussi le passé catastrophique, ça peut être aussi le passé nostalgique, et comment ramener tout ça aujourd'hui dans un monde de création contemporain autour du yiddish. Donc, est-ce que vous avez trouvé des choses ou est-ce que justement c'était des contre-exemples de ce que vous voulez faire? Pourquoi pas? Il y a des pièces qui ne m'ont pas dit beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé Mirela Efres, ce qui est à propos d'une matriarche qui elle partage un secret dans le deuxième acte peut-être, que sa richesse devient de son travail. Parce que tout le monde croit que c'est grâce à... Elle est allemande. Veuve. Elle est veuve. Et tout le monde croit que sa richesse devient de son homme décédé. Mais elle partage avec sa famille que quand il est décédé, il y avait il n'avait pas d'argent. Des dettes. OK.
D'accord. Il avait des dettes. Et c'était un secret qu'elle a gardé parce qu'elle voulait préserver la réputation de son homme, de son mari. Et toute seule, en secret, elle a travaillé, elle a continué à... le chef de... La négoce, enfin, l'entreprise de son mari. Elle a continué l'entreprise qu'ils avaient gérée ensemble. Et elle s'est échappée des dettes et elle a créé de la richesse elle-même sans personne, sans rien dire à personne, etc. Et ça termine avec une sorte de division dans la famille. Et à la fin, on commence à s'approcher de nouveau. Mais je crois qu'on dit que c'est la reine Lear du canon yiddish théâtral. Et on l'a joué beaucoup. Il y a des pièces de théâtre en yiddish qu'on n'a jamais jouées ou qu'on a très peu jouées, mais Mirle Efres, on a beaucoup joué. En Amérique du Nord, en Europe, peut-être en Israël-Palestine, je ne sais pas. Mais je crois que c'était un rôle que beaucoup d'actrices en yiddish ont voulu jouer, et même peut-être une polonaise qui n'était pas juive, si je ne me trompe pas. Donc, moi, j'aimerais bien le voir... monter, adapté. Oui, monter maintenant, pourquoi pas. Je ne l'ai pas lu, je crains de l'admettre, mais ça me fait penser aussi à la pièce de Ibsen, la célèbre pièce La Maison des Poupées. C'est pas où il s'agit d'une intrigue semblable, où on croit que la femme est toute timide, et fragile, etc. Sauf qu'elle lutte pour préserver l'honneur de son mari à travers le travail. Mais à travers ça aussi, elle se rend compte qu'elle est prisonnière dans cette maison des poupées et qu'elle veut s'échapper. C'est un peu différent. Non, c'est intéressant la comparaison. Mirle est très forte. Et on pourrait dire qu'elle n'est pas toujours aimable. Ça, c'est un peu un stéréotype des femmes juives, il faut dire. Mais elle est en même temps très drôle, très intéressante et très puissante. Et elle dit, je ne me souviens pas exactement comment elle le dit, et c'était en yiddish, mais elle dit que d'un côté, elle se sent libérée grâce à ne plus être mariée à un homme, que ça lui a donné plus d'espace pour être elle-même. Et en fait, peut-être que c'est un peu ce que la protagoniste de la maison de poupées a voulu pour elle-même aussi quand elle s'est échappée à la fin de la pièce de théâtre. Mais Mirle, elle ne joue pas un rôle de femme de la même façon que dans la pièce d'Ibsen. Et en plus, elle a 50 ans, donc elle est plus âgée, elle n'est pas c'est très intéressant. Une épouse jeune. Oui, oui. Parce que vous dites que une femme qui n'est pas aimable, c'est un peu un cliché des femmes juives, mais en même temps, ce n'est pas du tout un cliché de la représentation des femmes généralement dans le théâtre ou le cinéma ou sur scène. C'est-à-dire, ça a été écrit, elle a été écrite quand, la pièce? Je crois que c'était au début du XXe siècle, mais il faut vérifier. Oui, enfin, une femme qui a la cinquantaine, qui n'est pas aimable, qui est forte et rude, et qui est riche et qui a ses propres idées, c'est déjà quelque chose. Oui, c'est vraiment cool. Très intéressant. Et j'ai pas lu toute la pièce, pas encore, mais j'aimerais. Et donc, en parlant de théâtre et de clichés, c'est très loin de votre travail. Et merci. Je ne sais pas si c'est votre dernière création, mais peut-être l'avant-dernière, Holocaust Brunch, le déjeuner de l'Holocauste, ou le déjeuner Holocauste. De quoi s'agit-il de ce titre qui parle beaucoup? Il y a deux origines. Donc, en premier, le titre
vient d'un vrai événement au Centre culturel juif à Londres, qui s'appelle JW3. J'avais lu dans le programme qu'il y aurait, une sorte de brunch avec des survivants et survivantes de la Shoah. Et je me suis dit, et ça c'était le titre. Holocaust brunch. Non, il y avait quelques mots de plus, mais pas beaucoup. Un brunch avec des survivants de la Shoah. Et vous avez tout compris. Et quand même, ça m'a frappé, oui. Vous avez juste clarifié la chose. Oui. Pourquoi cette combinaison? Est-ce qu'il faut un brunch? C'était vraiment bizarre. Et je savais déjà que j'allais créer une pièce à propos de la Shoah et de mon histoire et l'histoire d'une famille qui est très proche à moi. Donc, je me suis dit, c'est de la recherche. J'y vais. Et c'est la première et il y a 2 fois dans ma vie où j'étais dans un événement juif et j'avais faim. Et ce brunch-là, c'était une des 2 fois. L'autre, c'était un mariage, ce qui est encore plus bizarre. Mais en tout cas... vous n'avez pas mangé à votre faim. Vous voulez dire, après l'événement, vous aviez... Je suis arrivée. Je suis végane. Donc, il faut le dire. Déjà difficile à Paris, hein? Bravo pour les 6 mois. Donc, je suis arrivée. Il y avait des fruits et du thé, du café et des viennoiseries que je ne pouvais pas manger. Donc, j'avais faim. J'écoutais un groupe de survivants et survivantes qui avaient très peu de temps, disons 2 minutes chacune, pour raconter un peu de leur histoire. C'était un peu une parodie. Wow. Comment ne pas faire un événement autour de la Shoah. Ils disaient constamment, nous avons très peu de temps, alors je dois vous demander de parler pour 2 minutes et pas plus. C'était vraiment super bizarre. Et après, une des survivantes est venue à chaque table. C'était vraiment comme des tables de simcha. C'est pas une blague. Il y avait à côté un bar mitzvah avec un énorme buffet. J'étais tellement jalouse. C'était ridicule. Et nous, on souffrait. Souffrait à la Holocaust brunch. Oui, c'est déjà de la souffrance. Et donc, du coup, cette expérience vous a inspiré la pièce Holocaust brunch. De quoi s'agit-il? Oui. Donc, ça, c'est la première partie des origines. L'autre partie, c'est que j'ai une amie très proche que je connais depuis mon enfance. Et son père m'avait dit, mes parents ont créé une histoire orale et une mémoire à propos de leur vie. Ils ont survécu la Shoah, ils ont émigré au Canada, etc. Est-ce que tu veux l'écouter, le lire et décider si tu veux faire une pièce de théâtre avec? Et la vérité, c'est que je me suis sentie un peu de pression de dire oui, ce qui, je crois, est un peu symbolique ou c'est un symptôme de ce que j'ai senti pour beaucoup de ma vie, une sorte de pression de ne pas oublier la Shoah et de continuer à se souvenir, mais pourquoi ou pour qui, avec quel but, etc. et comment. Donc, au début, je pensais que j'allais écrire une pièce de théâtre standard à propos d'une famille qui survivait la Shoah dans l'Union soviétique, comme mes grands-parents. Mais je suis allée dans une sorte de retraite, est-ce qu'on pourrait dire? Oui, une résidence. Oui, j'ai fait une résidence d'une semaine en Angleterre avec 2 acteurs et dramaturges et un d'eux m'a demandé, mais toi tu joues, tu connais la famille, il y a toute une histoire autour de cette pièce, pourquoi est-ce que tu ne joues pas là-dedans? Et j'avais pas de réponse. Donc, j'ai tout à fait changé la pièce et c'est devenu une pièce solo, je ne sais pas comment le dire. Oui. One man show. Oui. Ou une pièce solo. Oui. Et à propos de l'histoire
des grands-parents de mon ami et à propos de mon expérience d'être la grande fille. La petite fille. Oui, c'était à propos de mon expérience d'être petite fille de deux survivants de la Shoah et comment ça m'a affectée et comment ça m'affecte toujours. C'est comique, c'est tragique, bien sûr, mais et on mange des bagels. Est-ce qu'on mange à sa faim? On mange. Vous avez vérifié que le public n'avait pas faim à la suite de cet Holocaust Brunch. C'est bien. Exactement. Bon, Holocaust Brunch et la libération qui a suivi. Écoutons maintenant un morceau choisi par Tamara, Freedom is a Verb de Daniel Kahn et The Painted Bird. La liberté, c'est un verbe. You can fight a war with drones, you can fight a war with loans, you can fight a war with gas or cans of paint. But don't you realize that the game's compromised if you think that this is something that it ain't? 'Cause we got images of murder that don't manage to disturb an international order that is bordering absurd. And no one gets the freedom they were told that they deserve till they realize that freedom's not a noun. It's a verb, it's a verb, freedom is a verb, something never finished, never done. It's something you must make, it's something you must take, it's something you must constantly become. Well, this weekend revolution, it's a radical inclusion. It's a holiday of popular revolt. It's the social interaction of inconsequential actions using faces to replace a silent vote. But lower pay and higher rents, another kind of violence, the violence of silence and of greed. It's the violence of feeling your irrelevance, revealing every way in which you never will be freed. It's a verb, an action and an urge, as fertile as the barrel of a gun. And it happens out of need, it's a fire and a seed, and its terrible potential has begun. Your liberty is constantly in jeopardy. It's something you must loyally defend. But isn't it demeaning when your well-intended meanings mean your means will have to justify your ends? So improvise a barricade of furniture cascading as a carnival of helmets in the flood. For the bottles can be filled with either gasoline or lager or detergent that'll wash away your blood. It's a verb, it's a verb. Freedom is a verb, something never finished, never done. It's something you can fake, and it's something that'll break if it ain't something that you constantly become. It's a verb, an action and an urge, as fertile as the barrel of a gun. And it happens out of need, it's a fire and a seed, and its terrible potential has begun. Est un verbe de Daniel Kahn et l'oiseau peint. Vous écoutez Yiddish Heint sur RCJ 94.8. Ce soir, j'ai Tamara Mitzner avec moi comme invitée. Quelques annonces avant qu'on reprenne notre conversation. Le 8 février jusqu'au 12 février, Jacob Jacobson, la pièce de Arend Zeitlin, reprend une tournée au théâtre de l'Opprimé. Ça sera l'occasion de le revoir ou de le voir si vous avez raté ça la dernière fois aux 5 soirées complètes. Aussi, le 14 février, la Maison de la Culture du Yiddish participe à une conférence qui s'appelle Palabre Centre Européenne
une panorama des livres sur l'Europe centrale. C'est le 14 février. Et aussi, notre podcast de fiction radiophonique de Yiddisheint, Yiddish Klang, va sortir ce mois une nouvelle pièce, une adaptation de Kapores, une nouvelle de Sholem Aleichem, faite entre autres avec Tamara, ici présente, qui a participé dans l'atelier d'adaptation radiophonique proposé par la Maison de la Culture Yiddish. On revient à nous, Tamara, après quelques annonces de fiction et de théâtre. Et vous m'avez dit pendant le morceau que ce morceau, en fait, vous l'avez joué dans Holocaust Brunch aussi. Oui, une partie de cette chanson, oui. Et que dans Holocaust Brunch, est-ce qu'il y a eu du yiddish, justement? Très peu. Il y a de plus en plus de yiddish dans mon œuvre, heureusement. Je m'en doute. J'en doute. Oui, une de mes nouvelles pièces, Yankel und der Bienenstock, ça c'est la première pièce dans laquelle il y a vraiment du yiddish dedans, délibérément. Oui. Et de quoi parle-t-elle, la pièce? Donc c'est un pantomime qui est un genre de théâtre très anglais. On le joue en hiver et d'habitude, l'histoire, c'est une fable, comme Blanche-Neige ou Aladdin, ou dans ce cas-ci, c'est Jack and the Beanstalk. Je ne sais pas comment le dire en français. Jacques et les haricots. Oui. je ne connais pas le titre, mais c'est l'histoire... L'haricot enchanté, ouais. Oui, c'est l'histoire où Jacques, un jeune paysan, monte sur je ne sais même pas comment ça s'appelle. Mais enfin bref, je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit. Alors là, c'est Yankel und der Bienenstock. Oui, donc Yankel, c'est déjà un yiddishisme, c'est-à-dire c'est Jacques en yiddish. Et la pièce s'agit d'un jeune homme juif qui est pauvre, qui habite dans l'est de Londres, où, comme à Paris, c'était la partie de Londres où beaucoup d'immigrés juifs et juives, ashkénazes surtout, sont venus vers la fin de la 19e siècle à cause des pogroms. Et c'était vraiment un quartier très vif avec beaucoup de culture en yiddish, des théâtres, beaucoup de musique, beaucoup de mouvements politiques, beaucoup de grèves. Il y avait de la pauvreté, de la misère, le logement était super mauvais, etc. Oui, les conditions sanitaires et tout ça. Mais dans la pièce, on essaie de réanimer des aspects de ce monde-là qu'on a à peu près perdu, parce que, comme à Paris, je crois que, oui, beaucoup du monde de la communauté juive ont déménagé dans des quartiers plus bourgeois, s'ils ont pu. Oui. Et on utilise l'histoire, la fable, pour explorer ce monde et la langue. Et il y a beaucoup de musique dedans. Il y a toujours... La structure est très claire. D'habitude, mes pièces sont très expérimentales, mais avec Pantomime, c'est très clair comment on l'écrit, quelles sont les blagues, qui sont les personnages, etc. Il y a un héros, il y a un antagoniste, il y a un ami ou un intérêt romantique et l'héros gagne à la fin de la pièce, etc., etc. Oui, ce que je sais, on a eu plusieurs conversations là-dessus, sur justement la structure dramatique et comment vous essayez de détourner ça, la structure linéaire de conquête
d'un protagoniste qui a un but et qui essaye de l'atteindre en passant par des obstacles, etc. Une version justement très masculine de la vision d'un récit. Je suis sûr que cette pantomime va avoir des éléments de votre pensée, mais en même temps, moi j'aimerais tellement le voir, ça me semble très drôle. Moi aussi, j'aimerais le voir monter, terminer. Et en plus, j'aime beaucoup cette juxtaposition de Jack and the Beanstalk dans le East End de Londres avec du Yiddish, parce que bon, le East End de Londres est aussi très célèbre pour son Cockney, pour le patois des East Enders. Est-ce que ça joue un rôle aussi dans le pantomime que vous allez monter, ou est-ce que ça sera en anglais standard et Yiddish, ou quel est, c'est-à-dire, par là je veux venir à la question où est-ce que par le Yiddish, on peut aussi s'approcher d'autres langues minoritaires, entre guillemets, ou qui sont moins vues par le canon standard? Je ne sais pas. C'est une bonne question. On ne sait pas. On travaille sur le script encore, donc on ne l'a pas terminé. Et c'est quelque chose qu'on joue avec. On ne sait pas encore exactement comment les personnages vont parler, mais sûrement avec du Yiddish. Et je crois qu'on aimerait peut-être faire une sorte de mélange entre l'anglais d'aujourd'hui et l'anglais de cette époque-là. Mais quand même, il y avait des dialectes anglo-yiddish comme à Paris, j'imagine, avec le français. Oui, et je pense aussi que là, en posant la question, je me suis dit que quand même le Cockney du East End est très connu en Angleterre et justement est devenu une sorte de cliché. Si on fait parler quelqu'un en Cockney, ça peut aussi tomber dans le « hey governor » un peu dickensien qu'on connaît, qu'on veut s'en passer. Très chouette. Écoutons maintenant encore une chanson choisie par Tamara, juste parce qu'elle a aimé, une chanson en espagnol, Deja, de Bomba Estéreo.
Yiddish Hein sur RCJ 94.8. Je suis au studio avec Tamara Mitzner. Et on vient d'écouter Deja de Bomba Estéreo. Tamara, pourquoi cette chanson? Je l'ai choisie et parce que je parle espagnol. Ma mère est née au Chili et Bomba Estéreo vient de Colombie, la Colombie. Et parce que j'aime beaucoup la thème qui nous encourage de rejeter nos sentiments de solitude, etc. Et oui. Parce que dans votre travail, je me suis aperçu, beaucoup de joie, d'humour. Et il me semble que c'est un point central dans votre conception artistique, que c'est presque un moteur dramatique, on pourrait dire. Est-ce que j'ai raison? Merci, je suis contente que tu l'as remarqué. Oui, je crois que la joie est très importante et comme adulte, on n'est pas vraiment encouragé de s'amuser, pas assez. Et aussi, on revient à la Shoah. Après notre histoire, qui a été dans quelques moments très, très durs et difficiles et tragiques et horribles. Mais en même temps, je crois que la culture juive a beaucoup de joie là-dedans. Et je crois que c'est très important de célébrer qu'on vit. Parfois, je crois que, surtout avec mes grands-parents, qu'on peut oublier qu'on est, oui, vif et vivant. Et que non seulement que la vie doit continuer, mais qu'on doit s'amuser et apprécier beaucoup, même quand c'est difficile, ou spécialement quand c'est difficile. Donc, pour moi, ça peut être une sorte de lutte parfois. Mm-hmm. Mais aussi, je l'ai vu au centre du Yiddish. Parfois, c'est très sérieux, mais parfois, c'est aussi super rigolo, très heimish, très accueillant. Et ça, c'est vraiment juif. Oui. Et moi, je suis d'accord que le pouvoir de l'amitié, il faut brandir ça comme notre arme de lutte, quelle que soit la lutte, selon moi. Et justement, vous travaillez sur une autre pièce actuellement qui s'appelle Old Friends, ou de vieux amis ou de vieilles amies, encore des amis. De quoi s'agit-il? Cette pièce-là s'agit d'une amitié importante et proche qui a beaucoup changé juste avant le Covid. C'est une amie avec laquelle j'ai habité à Londres pour 6 ans ou 7 ans. On s'est connus pour beaucoup d'années et c'est devenu difficile quand les deux, quand nous avons eu des partenaires, enfin. Oui, c'est devenu compliqué et elle ne voulait plus vivre ensemble et j'ai trouvé ça difficile parce que oui, j'ai un partenaire, mais j'habite en coloc quand même avec lui et 3 d'autres personnes. Et j'aime beaucoup vivre en communauté. Et c'était vraiment une perte pour moi et une sorte de fin. On est amis, mais ça a beaucoup changé, on est moins proches et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de soutien et d'intérêt aux... comment est-ce qu'on dit break-ups? La rupture amoureuse. Oui, donc il y avait beaucoup moins de soutien et d'intérêt aux ruptures platoniques. Et quand j'ai commencé à parler de ça avec des amis, surtout elles, ont dit « Ah oui, c'est vrai, moi j'avais eu une rupture platonique qui était très très importante, très difficile, et j'étais plus seule avec ça parce que c'était pas romantique. » Et oui, donc je me suis dit « Ah, il y a quelque chose là qu'il faut explorer. » Donc, la pièce s'agit de l'histoire de l'amitié, mais c'est aussi avec une structure d'une sleepover, je ne sais pas comment le dire en français. Ouais, d'une soirée de pyjama. Oui, donc avec le public, on fait une sorte de soirée de pyjama d'1 heure. Et au début, c'était sur Zoom à cause de Covid,
mais je vais commencer à le jouer en présentiel aussi. Et donc oui, on mange un peu, il y a encore de la nourriture, ça c'est très juif aussi. On joue des jeux, on danse. Donc oui, c'est vraiment une pièce joyeuse, mais aussi un peu nostalgique et triste. Tu m'avais demandé un peu à propos de la structure dramatique et tout ça. Je crois que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires et d'aller avec le public sur un chemin ensemble et de découvrir des choses en soi-même ou des choses autour de la culture et de changer, d'expérimenter une sorte de changement personnel et aussi collectif peut-être. Collectif. C'est ça qui m'intéresse. Donc oui, c'est ça qui a lieu avec Holocaust Brunch et aussi avec Old Friends, j'espère. Et une autre partie de Old Friends, c'est que en même temps qu'il y avait cette rupture, j'ai redécouvert la musique de Simon & Garfunkel, qui étaient des amis très proches de l'enfance, qui ont eu une rupture très publique, comme adultes, comme jeunes adultes, mais qui sont restés amis, qui sont toujours des amis. Ils ont 83 ans, peut-être 80 ans. Et oui, avec mon ami, on est toujours en amitié, mais c'est différent. Donc, c'était pour moi intéressant de découvrir la biographie de Simon & Garfunkel qui avait quelques parallèles avec l'amitié que j'étais en train pas de perdre, mais de perdre une partie et ça a vraiment changé. Donc, toute la musique dans la pièce, c'est de Simon & Garfunkel. Et ils sont juifs aussi. Ouais, mes condoléances. Il faut le dire que Tamara nous quitte d'ici une semaine. Elle va rester à Paris seulement jusqu'à la représentation de Jacob Jacobson, que je rappelle aura lieu entre le 8 et le 12 février. On m'a dit que c'est complet. Et c'est peut-être déjà complet, mais on peut toujours venir commander un billet à l'entrée, j'en suis sûr. Oui. Mais du coup, Tamara, ça me fait demander où est-ce qu'on vous retrouve et quand est-ce qu'on peut vous voir sur scène, quand est-ce qu'on peut voir Yankel und der Bienenstock et Old Friends. Oui. J'espère jouer Old Friends en automne à Londres, Yankel und der Bienenstock peut-être en hiver, sinon l'année prochaine. Et si quelqu'un veut m'inviter à jouer à Paris, je viendrai avec plaisir et avec des sous-titres en français. Excellent. Et donc pour terminer, on va écouter justement une chanson de Simon & Garfunkel, The Boxer, le boxeur. Tamara, pourquoi ce boxeur? Donc, cette chanson-là ne fait pas partie de Old Friends, mais par contre, je crois que l'accord est très Yiddishler. L'accord, l'harmonie. The chorus. Ah, le chœur. Ah, le chœur. Je crois que le chœur... le refrain. Oui, le refrain. Mm-hmm. Je crois que le refrain est très juif. C'est très ashkenaz. Donc, je croyais que c'était approprié. OK. Voyons voir. Donc, le boxeur de Simon & Garfunkel. Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know.
Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. And I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters aren't bleeding me, bleeding me. Stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, but the fighter still remains. Lie, la, lie, lie, la, 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 lie, la, lie. Lie, la, lie, lie, la, 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 lie, la, lie, la, 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 lie, lie, la, 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 lie, la, lie, lie, la, lie, lie, la, 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 lie, la, lie, la, 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 lie, lie, la, 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 lie, la, lie, lie, la, lie, lie, la, 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 lie, la, lie, la, 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 lie, lie, la, la, la. C'était Simon & Garfunkel, ici sur Yiddish Heint. J'avais le plaisir d'avoir avec moi Tamara Mitzner. Merci Tamara. Merci beaucoup. Et merci à vous, nos auditeurs, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt. Streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sie. Und als Gott helft, sie sehen unter der Gruppe das Kind stehen, geht der Tate zu der Klezmer a geschrei. Nu lo mir alle tanzen, it's der Duet, Kinder a Freilach. Kille, nu, ich hopp, 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 hopp. Das ganze Leben hat der Welt die Bob gekriegt. Nu, lo mir gehen a tanzen, wie lang es los ist.